Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman policier, soi-disant, de Sébastien Japrisot, La Dame dans l'auto, avec des lunettes et un fusil. Bon, ça, c'est une assez ancienne édition, illustrée, enfin, il y a très longtemps. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui date, hein, chez De Noël. Ça date de 1966, voilà. Mais on trouve ce livre, naturellement, dans des collections plus modernes. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai essayé d'analyser ce livre, non pas par rapport au côté policier, si on veut, mais par rapport à la résolution d'un traumatisme. C'est l'axe de réflexion que je vais vous proposer pour analyser cet ouvrage. Je vais spoiler à fond. Donc, je le précise tout de suite, mais je pense que pour des gens qui s'intéressent à la fiction, à la narration, c'est pas si grave que ça de spoiler, c'est pas le problème, disons. Donc, partant de ce principe, je vais essayer de vous montrer comment on est dans la résolution d'un traumatisme initial et comment est créé en quelque sorte, comment l'intrigue crée quelque chose autour de cette idée de psychologie altérée par un traumatisme qui finit par s'en sortir grâce à une sorte de parcours initiatique qui est symboliquement l'inverse du parcours initiatique des gens qui lui veulent du mal. Alors, de quoi s'agit-il? Qui c'est cette dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil? Au départ, c'est une fille qui travaille dans une agence de publicité, qui n'a aucune confiance en elle, qui passe des vacances minables dans un hôtel sans intérêt, qui jalouse absolument tous ses copains qui s'organisent pour aller dans le sud, en Yougoslavie, etc. Et voilà qu'arrive le week-end du 14 juillet. Elle a déjà pris ses vacances, elle a juste ce week-end et après, ça va être l'infini du travail pendant des mois et des mois. Donc, elle est dans cet état passablement dépressif et elle a connu jadis une certaine Anita, qui était sa chef, qui était une fille passablement terrorisante, mais qui traitait manifestement notre héroïne, qui s'appelle Dani, comme une véritable esclave, allant lui changer son parc-mètre, obéissant aux ordres, etc. Et notamment lui prêtant son appartement pour rencontrer des mecs, parfois animés d'intentions sexuelles pas très sympas, en termes bon, disons de violences sexuelles, soi-disant consenties, qu'ils ne sont pas toujours, genre un peu, disons, SM, borderline, enfin, vous voyez un peu le genre. Et la réaction de Dany est non seulement de prêter son appartement, mais de ne pas supporter certaines scènes et du coup de flanquer dehors Anita, de flanquer dehors les mecs et de lui crier dessus et de partir. Et elle s'accuse énormément de cela. Autre élément important de l'intrigue, elle a avorté parce qu'elle avait une liaison avec un type qui était déjà marié avec un enfant et elle porte ça comme une très grande douleur intérieure, le mec en question ayant disparu de sa vie, mais elle l'aimant toujours. Donc voilà la situation de notre agente publicitaire qui décide de passer le week-end du 14 juillet pendant que les autres font des tas de trucs formidables ou partent en vacances, etc., essayent des maillots de bain. Elle décide de passer assez tristement ce week-end dans sa solitude. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer, puisque la dite Anita reprend contact avec elle en lui disant de passer chez elle. Et son mari, qui est le directeur de l'agence, donc Anita a, disons, épousé le directeur de l'agence, le mari lui donne un travail supplémentaire à faire pendant le week-end, moyennant une petite somme d'augmentation. Donc toute l'histoire, ça va partir de ce point-là, c'est-à-dire qu'il va se passer deux choses en même temps. D'une part, notre héroïne se retrouve dans la maison d'Anita et du mari, Michel Caravaille il s'appelle, et elle doit taper pendant toute la nuit 50 pages pour un dossier publicitaire, alors qu'elle y voit très mal. De surcroît, elle a des lunettes, elle est extrêmement miro. Donc, elle se met au travail, elle dort, elle se réveille. Les deux autres étaient partis à une réunion publicitaire quelconque et lui demandent de prendre leur voiture, une magnifique, alors j'arrive pas à prononcer, j'ai jamais réussi à prononcer le nom des voitures américaines. Bon, Thunderbird, disons,
un oiseau de tonnerre, une superbe voiture américaine longue comme le bras, automatique, etc. Bon, là, la voiture américaine typique hein, pour traverser les USA. J'ai conduit une fois une Oldsmobile rose, c'était formidable. Enfin bref, assez de souvenirs personnels, je reviens à ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle prend la voiture et au lieu de ramener la voiture, comme après avoir amené les deux à l'aéroport ainsi que leur petite fille, au lieu de garder la voiture, elle a une espèce de folie et elle décide de partir. Et elle prend cette voiture et elle trace en direction du sud. Donc, son parcours va l'emmener vers le sud. Mais qu'ont prévu pendant ce temps-là les Caravagles? Ils ont prévu de lui faire porter le meurtre de l'amant d'Anita que le mari décide de couvrir après avoir battu sa femme, l'avoir traité de tous les noms. Enfin, c'est un mec extrêmement violent, mais qui révèle en fait à la fin à la dame dans l'auto une petite vérité sur elle-même qui finit de remettre en place son psychisme détruit. Alors pourquoi le psychisme de cette dame dans l'auto est-il en si mauvais état? Parce que sa mère, à 23 ou 24 ans, accusée de collaboration avec les Allemands, a été rasée et s'est jetée par la fenêtre pour se suicider, et parce que son père, une espèce de voleur maladroit, a essayé de voler une caisse d'épingles en croyant que c'était autre chose et s'est fait écraser par des wagons. Donc elle est orpheline, elle a été élevée par l'orphelinat, elle trouve une mère de substitution dans la mère supérieure de l'orphelinat qu'elle appelle Maman Sup, qui est morte et dont elle garde la voix intérieure, qui est sa voix, la seule voix de la, disons, de la mère protectrice qui continue à l'aider alors qu'elle traverse, on va le voir, des épreuves terribles. Donc, en fait, les autres, les Caravagles mentent, ils ne sont pas allés du tout à cette soirée publicitaire soi-disant. Ils ne vont pas du tout passer le week-end en Suisse par avion, comme ils le disaient. En réalité, ils ont pris la voiture et ils ont laissé tout le long de la route, donc de Paris à Villeneuve-les-Avallons, qui est l'endroit où on va finir par se trouver le cadavre du mec assassiné, ils ont laissé des tas d'indices de la présence de soi-disant Dany. Donc une main avec un pansement, des arrêts auprès de flics pour diverses raisons, un garagiste, etc., etc. Et ce qui va se passer, donc, c'est qu'elle va, sans le savoir, reprendre exactement le trajet que les deux affreux ont prévu pour elle. Alors, les deux affreux voulaient la piéger, simplement parce que le cadavre est à Paris, voilà, donc et elle était censée revenir avec la voiture, laisser des traces d'elle-même dans la voiture, de telle façon qu'on l'accuse du meurtre du type. Et Caravagles avait décidé de la tuer pour débarrasser le plancher. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, à cause d'un traumatisme, a des problèmes avec les gens qui sont censés l'aider. Anita est censée être une amie, c'est répété dans tout le livre. Or, Anita en question n'a qu'une envie, c'est de tuer l'héroïne. Enfin, elle accepte, c'est pas elle qui a envie de tuer, elle accepte que l'héroïne soit tuée. Elle se résigne à cette idée parce qu'il faut quand même cacher son meurtre et c'est la seule solution. Le mari qui a engagé Dany apparaît comme un affreux qui la bloque dans sa carrière, qui lui veut du mal. Autrement dit, elle a des gens qu'elle considère comme des alliés et qui tous lui veulent du mal. Et son chemin va être le chemin exactement inverse, c'est-à-dire par une espèce de hasard. Alors, ils ont laissé des traces, ils ont laissé son manteau dans un café à Joigny, ils ont laissé, etc. Et elle va repasser par toutes les étapes de la méchanceté des deux personnes qui veulent l'agresser. Et elle va s'en sortir grâce à l'aide d'un certain Sourire Gyps, donc un camionneur qu'elle a rencontré et qui l'aide. Et à la fin du roman, elle est complètement libérée des Caravagles. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est comment... alors autant, bon, il y a une intrigue assez forte, parce qu'effectivement, il y a tous les événements qui font que de ce double chemin, donc Paris Sud et Sud Paris, elle est dans la fonction, disons, Paris vers le Sud, et sans le vouloir, elle s'arrête à tous les endroits où les Caravagles ont laissé des soi-disant indices de sa présence. Anita, qui porte le même parfum, qui a la même corpulence, la même allure, etc., ayant, avec des lunettes noires, à cause du fait qu'elle n'y voit pas très bien, vous voyez comment
les publicitaires arrivent à créer comme ça une sorte de personnage, une marionnette qui font descendre jusqu'à la villa de vacances, si on veut, la résidence secondaire du type assassiné, alors que on trace des éléments de son voyage dans un sens, et en fait, ils sont rentrés à Paris après pour faire semblant d'être là le matin quand elle se réveille, après l'avoir droguée la nuit, bien sûr. Mais pendant ce temps-là, enfin plutôt pendant qu'après, ils essaient de mettre en place leur piège, de cacher le cadavre dans la voiture, etc., elle refait dans l'autre sens toutes les étapes. Donc ça, c'est assez symbolique, effectivement, du problème du traumatisme. Alors, on sait qu'un enfant traumatisé, un enfant maltraité, un ou une, c'est souvent une d'ailleurs aussi, ces enfants maltraités ou traumatisés ou simplement négligés ont les mêmes. C'est la même chose pour tout le monde. C'est pas parce que bon, il y en a qui n'ont pas de symptômes dans le cerveau, mais la neurologie, enfin l'étude du cerveau avec des IRM, etc., a montré que la structure intérieure du cerveau des humains et humaines ainsi attaqués dès leur plus jeune âge par des violences mal réglées et des violences qui viennent des parents en général ou d'une situation dans laquelle les parents sont impliqués. Ça peut être une sorte de pédophilie acceptée, pédocriminalité en groupe, hein, vous voyez, une espèce de réunion où les parents et d'autres s'amusent du gosse ou de la gosse en faisant des saloperies sexuelles avec la gosse ou en permettant tout simplement. Et puis après, ils diront, bien sûr, on connaît l'affaire, hein, ils diront, bah non, pas du tout, mais elle exagère, mais c'est pas vrai, mais c'est un faux souvenir. Enfin, bon. Imaginez, c'est le film Feston. Hein. Si vous n'avez pas vu Feston, c'est d'une violence terrible. C'est un film nordique, je ne sais plus trop la nationalité, mais vraiment une pure merveille. Alors, je reviens à mon roman. Donc, finalement, le premier travail, ah oui, ce que je voulais finir par dire, c'est qu'effectivement, du point de vue du cerveau, ça se voit. C'est-à-dire un enfant maltraité, traumatisé ou négligé, ça revient finalement absolument au même dans le cerveau. Ça crée les mêmes structures dans le cerveau, des structures qui manifestent cet état de souffrance. Et en général, la personne qui a vécu ça peut avoir un problème de poids, un problème psychique, un problème de relation, un problème de défiance de soi-même, enfin absence totale de confiance de soi-même dans le travail, dans la vie, enfin une espèce de voile gris sur la vie continuelle. Et ça semble un peu être l'état de ce personnage au début, qui est marqué comme très très peu confiant en lui, traumatisé par ce qui est arrivé à ses parents et bon, ce qui s'est passé, qui est lié à la guerre. Hein. En l'occurrence, il y a peut-être parfois des dimensions sociales. C'est ce que semble indiquer dans ce roman Sébastien Japrisot, hein, qui écrit dans mon souvenir, dans les années 50, je ne me souviens plus exactement. Attendez, on va vérifier ça en 2 minutes. Oui, il a obtenu un prix en 1966 et La Dame dans l'auto. Oui, tout ça, ça date ça va des années 70, hein, comme on dit. Donc, il est aussi l'auteur de Compartiment tueur, qui est excellent, hein, et de Piège pour Cendrillon, Grand Prix de littérature policière. Alors, Compartiment tueur, ça a été mis en scène au cinéma avec Yves Montand et Simone Signoret. L'autre, Piège pour Cendrillon, je ne sais pas, mais La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil a obtenu des tonnes de prix, un prix d'honneur en France et Best Crime Novel en Grande-Bretagne. Donc après, il a écrit pour le cinéma, etc. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est pour vous dire à peu près l'époque. Hein, c'est un peu plus tard que je croyais. C'est pas les années 50, c'est plutôt les années 60-70. Je crois que c'est plutôt par là. Donc, je reviens à ce que je racontais. Traumatisme. Comment le traumatisme va se délier? D'abord par un rapport étroit avec les personnages des Caravagles, c'est-à-dire que peu à peu, et grâce aux amis qu'elle s'est fait sur la route, notamment Sourire Gyps, le camionneur, l'héroïne va peu à peu comprendre qu'elle est victime d'une machination et qu'on veut la tuer. Donc ce sont des détails narratifs extrêmement bien construits. Hein. C'est une merveille de construction, c'est de l'horlogerie, hein, ce roman. C'est grâce à ça qu'elle va peu à peu comprendre. Et donc en arrivant au bout de son parcours, elle a compris qu'on voulait la tuer. Elle va être confrontée à Caravaille lui-même, qui est un gros salopard, il faut bien dire ça, et elle ne sera pas tuée
par Caravage qui, en quelque sorte, s'effondre devant elle, enfin dit bon, ben, finalement, je vais aller me dénoncer à la police. Et comme c'est une histoire de mari jaloux, et puis que je suis publicitaire et que ce qui se vend le mieux, c'est du vent, dit le bonhomme, et ben ça devrait marcher. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça rappelle des structures là aussi de contes, le fait que quand enfin on se confronte à l'ennemi intérieur devient cendre. Pensez par exemple au conte de Vassilissa la Belle, le conte russe dans lequel apparaît le personnage de Baba Yaga, qui est comme Maman Sup dans La Dame dans l'auto, un personnage aidant. On dit toujours que Baba Yaga, c'est la méchante sorcière, mais pas du tout. Baba Yaga, c'est quelqu'un qui dit à la petite Vassilissa, elle lui donne des tâches, il faut séparer le grain de l'ivraie, enfin c'est toujours ce genre de tâches. La petite Vassilissa y arrive grâce à sa puissance intérieure, symbolisée par une poupée qui la protège. Donc elle a un système de protection qu'elle construit dans les épreuves que lui inflige Baba Yaga. Et une fois qu'elle a réussi ses épreuves, Baba Yaga l'aide et lui donne un crâne ardent. Et ce crâne ardent, la petite Vassilissa revient à travers la forêt en brandissant son crâne ardent. Et quand elle arrive auprès des instances psychiques que sont son père lâche et ses deux sœurs méchantes, la structure habituelle des contes, ces personnages se transforment en cendres. Et finalement, c'est un peu ce qui arrive symboliquement dans La Dame dans l'auto, le moment où elle revient, elle se confronte à Caravage et tout s'explique. Symboliquement, le personnage d'en face devient cendre. Donc son initiation est terminée. Elle repart avec Sourire Gypse. Elle rencontre un ami de Sourire Gypse qui deviendra témoin à son mariage et comme son frère, dit le roman. Et le garçon en question s'appelle Baptistin Laventure et c'est un ami de Sourire Gypse. Donc, qu'est-ce qu'elle crée à ce moment-là? Un nouveau réseau. Et alors, la fin est extrêmement intéressante, en ce sens qu'on entend parler des Caravage uniquement par un journal, c'est-à-dire vers la fin, la jeune femme qui portait un pansement à la main gauche, donc elle a été blessée pour ressembler à Anita, qui était la pseudo d'Annie pendant toute l'histoire, occupait la chambre 18, elle demanda du café, les journaux, elle lut d'un bout à l'autre sur chaque quotidien de Marseille l'article relatant qu'un publicitaire en renom avait tué l'amant de sa femme et s'était rendu de lui-même dans la nuit à la police d'Avignon. Et c'est fini. Après, elle s'occupe de ses affaires, elle va voir un gars qui avait essayé de lui piquer de l'argent au cours de son voyage et elle lui dit qu'elle était bonne pomme mais qu'il ne fallait rien exagérer et elle se fit rendre son argent et au revoir. Donc, vous voyez, la fille qui reprend sa vie en main. Après, elle monte dans l'autocar, elle récupère sa valise, elle paye sa chambre, elle nage un peu et ensuite, elle va voir le petit garçon qu'elle avait également rencontré et qu'il a complètement oublié. Et en fin de compte, ça aussi c'est intéressant parce qu'elle est traumatisée par le fait elle a dû avorter et elle ne cesse de calculer l'âge que l'enfant dont elle imagine que c'est un garçon aurait eu si elle n'avait pas avorté. Vous voyez, donc une sorte de dédoublement, un peu comme dit Clément Rosset, Le réel et son double, un livre de philosophie très intéressant qui date un peu, mais qui montre comment, quand il y a un réel embêtant, on crée une sorte de double. Le double diabolicum, le diable, le persévérer diabolicum, c'est-à-dire comment ça se divise. Ça, c'est un thème fréquent de l'Uchronie, l'idée qu'on part d'un point nodal de l'histoire et qu'on divise ce qui aurait pu arriver. Ça joue exactement sur cette mise au miroir du réel et de son double qui n'est pas net, qui est en fait quelque chose qui ne va pas. Et donc, je ne vais pas continuer sur Clément Rosset, vous pouvez regarder de vous-même. Mais bon, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'elle résout toutes les situations de double, c'est-à-dire elle va voir le petit garçon, et le petit garçon est un double de cet enfant qu'elle a plus ou moins inventé, et en fait, le petit garçon l'a oublié, et elle se dit, oh ben dis donc, les mecs, ils t'oublient vraiment très vite, même déjà quand ils sont petits. Donc ce genre de réflexion, ça témoigne effectivement du fait qu'elle abandonne cette espèce de diabolique duplicité intérieure qui lui faisait continuer à être dans le regret de quelque chose qui est passé. Et le passé devient le passé, c'est-à-dire qu'on ne parle plus ni d'Anita, qui a essayé de la tuer, qui était soi-disant son amie, et qui fait porter le meurtre par son mari, parce que c'est ça à la fin, alors que c'est Anita qui elle-même a tué son amant. On n'en entend plus parler, c'est-à-dire que
les cadavres du passé traumatique se sont évaporés complètement. Donc, elle appelle son copain sur Jeeves, elle se marie à Marseille et elle rencontre donc Baptistin Laventure. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est le nom de Baptistin Laventure. Pas tellement le prénom de Baptistin qui peut renvoyer à quelque chose d'un peu ancien, mais le mot l'aventure. S'appelait l'aventure, ça fait très canadien d'une certaine façon. Mais c'est intéressant, Baptistin Laventure, elle pourra enfin vivre sa vie comme une aventure. Elle est débarrassée du trauma. Elle est débarrassée de tout ça. Donc, elle a fait tout ce travail intérieur pour se débarrasser d'un traumatisme. Et ça, c'est donc je me pense que c'est pour ça que ce roman a tant frappé et a paru si intéressant aux gens. C'est pas seulement parce que c'est un excellent roman policier, extrêmement structuré dans tous les détails, rien ne manque. Hein. S'il faut avoir, et si elle oublie d'avoir des vêtements, elle achète des vêtements, elle achète une valise. Vous voyez, tout est prévu au petit poil, comme on dit. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est ce sous-texte psychologique lié, je pense, à la résolution d'un trauma et qui offre une espèce de chemin symbolique qui peut servir aux gens qui ont subi un traumatisme d'enfance. Donc, c'est pour ça que je recommande la lecture de ce livre et de celui de Clément Rosset que j'ai cité. Le livre de Clément Rosset, c'est Le réel et son double. Et ça montre comment, quand vous êtes au feu rouge, vous savez qu'il ne faut pas passer, mais vous vous dites, je vais passer quand même. Et normalement, c'est oui ou non. Un feu rouge, c'est rouge ou pas rouge. Or, là, vous n'êtes pas en état de vous dire, mais bon, c'est rouge, donc non. C'est-à-dire que l'opposition oui-non ne fonctionne plus. Et c'est là que le diable s'insère, en quelque sorte, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous passez quand même, c'est-à-dire vous entrez dans un champ un peu grisâtre, bizarre, où il y a eu une exception au fait que oui ou non, vous acceptez cette loi, vous acceptez le feu rouge dans l'histoire, et qu'en quelque sorte, vous êtes passé quand même, et que vous êtes dès lors entré dans une sorte d'irréel qui n'a rien à voir avec la puissance de l'imaginaire, évidemment. C'est un irréel un peu inquiétant et qui ne va pas vous faire du bien à terme, car vous n'aurez plus les idées claires et distinctes, comme disait cette ordure de Descartes, hein, dont vous savez que, parce que les animaux n'avaient pas d'âme, il disséquait les lapins vivants. Hein. Bon, je termine sur cette note abominable et je vous dis à bientôt et merci.